Tout e-commerce viable est intrinsèquement capable de générer au moins 100 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. C'est ce que je retiens de mon troisième passage chez Alex Hormozi à Las Vegas. Donc Alex Hormozi, si vous le connaissez pas, c'est un entrepreneur américain qui avait fondé Gym Launch, donc une entreprise qu'il a vendue pour plus de 46 millions de dollars. Et il a fondé ensuite Acquisition.com, qui est un portfolio d'entreprises, donc un fonds d'investissement dans lesquels il investit. Et ils font aussi des accompagnements à Vegas. Et j'ai eu la chance d'y aller pour la troisième fois. Comme d'habitude, c'était game changer dans mon propre business, mais aussi pour les clients qu'on va accompagner avec mon agence Make Sense for Digital. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je m'appelle Maxence van der Zelmen, j'ai scalé une entreprise e-commerce de 2 à plus de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel dans ma précédente expérience. Et aujourd'hui, avec mon agence Make Sense for Digital, on réplique ça pour plus de 50 clients aujourd'hui. Si on part du principe que chaque business qui a trouvé son product market fit, donc chaque business qui a rencontré son marché et qui a un produit adapté à son marché, si chacun de ces business peut dépasser 100 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, la grande question, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'entreprises qui arrivent à dépasser ce palier de chiffre d'affaires. Et c'est encore plus vrai en e-commerce où on compte quasiment sur les doigts d'une main le nombre d'entreprises qui sont nées du web et qui génèrent plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. Les raisons qui expliquent pourquoi il n'y a pas autant de business qui arrivent à ce niveau de chiffre d'affaires, il y en a beaucoup, mais aujourd'hui on va s'arrêter à 4 ou 5, ça dépendra du temps de la vidéo. L'idée c'est déjà de vous donner des bonnes idées et de se dire ok, à la fin de cette vidéo, je veux que vous ayez pris conscience d'une chose et que vous repartiez avec l'idée que un seul élément peut complètement changer la face de votre business. Dans cette formation avec les experts d'Acquisition.com, on a couvert énormément de sujets, mais il y a quelques concepts clés où si vous arrivez à les intégrer au cœur de votre système, vous allez vraiment normalement voir la différence. Et c'est pas une question de temps ou d'implémentation, c'est vraiment une question de priorisation et c'est ça qu'on va voir ensemble. La première chose qu'on va voir, c'est ce qui s'appelle la théorie des contraintes. Donc si vous aimez pas la théorie et si vous aimez pas générer plus de chiffre d'affaires, vous pouvez passer à une autre vidéo. Mais si vous avez vraiment envie de comprendre comment faire passer votre business au niveau suivant, c'est quelque chose que vous devez vraiment suivre et comprendre. Donc la théorie des contraintes, c'est quoi? En fait, si je prends un business classique en e-commerce ou un business normal, généralement, si on regarde les priorités du business, il y en a énormément, mais même une liste de top 3, on va dire, il y a 3 priorités qui vont être complètement différentes. Il y en a où ça va être la logistique, il y en a ça va être le service client, il y en a ça va être l'acquisition. Et le problème, il est déjà dans le fait de ne pas identifier une seule contrainte. La théorie des contraintes, c'est quelque chose qui a été théorisé dans les années 80 déjà. Et en fait, c'est l'idée de se dire que le business, il est contraint par un seul élément. En fait, si on prend déjà les 6 piliers du e-commerce, par exemple, généralement, les gens ils vont vouloir dire, ok, bah en fait, j'ai un problème sur Google Ads ou j'ai un problème sur mon site en CRO. Et du coup, elles vont mettre des rustines successives sur les différents éléments. Et en fait, si on dézoome de tout ça, on se rend compte généralement qu'il y a un problème majeur. Si on attaque ce problème de manière drastique et efficace, on va résoudre plus de problèmes et ça va nous amener au problème suivant, mais qui nous aura déjà fait passer un palier de chiffre d'affaires. En fait, pour rendre la chose plus compréhensible, dites-vous que si vous avez 3 problèmes que vous avez devant vous et vous avez une charge d'énergie qui est égale à 1. En fait, si vous essayez de tacler 3 problèmes à la fois avec une seule charge d'énergie, bah vous allez avoir un tiers d'énergie pour résoudre un problème. Donc ça va prendre 3 fois plus de temps que si vous attaquez le premier problème à full énergie, bah vous allez le tacler tout de suite. Par contre, le deuxième, bah forcément, il va falloir attendre que le premier soit résolu pour s'y attaquer, mais vous allez repartir à fond de balle avec 100% de l'énergie dispo et ainsi de suite. Et le problème des entreprises, en général, c'est que elles diluent pas spécialement leur capacité en 3 sources différentes, elles vont diluer leur énergie dans plus d'une dizaine, plus d'une vingtaine parfois de projets différents qui sont menés en même temps et qui donnent l'impression d'avancer, sauf que le problème de ça, c'est que vous n'allez pas avoir les résultats tout de suite et en fait, c'est un peu comme dans les jeux vidéo, on va dire, si vous êtes poursuivi par une armée de zombies et que vous laissez tous les zombies autour de vous avec un point de vie, en fait, ils ont tous la même capacité à vous embêter. Ils peuvent tous vous bouffer les petits pieds. Et si à l'inverse, vous attaquez le premier zombie, vous allez de A à Z, hop, c'est bon, il vous enlève plus de points de vie. Vous prenez le deuxième, vous l'attaquez, bim, c'est bon, il vous enlève plus de points de vie. En fait, vous réduisez vos problèmes petit à petit et vous réduisez la zone de risque tout en vous laissant plus de champs pour vous développer. Donc ça, la théorie des contraintes, en fait, le gros problème de ça, la logique des zombies dont je parlais, tout le monde peut la comprendre. Tout le monde se dit, ok, bah oui, forcément, si je vais au bout de ma démarche de me lancer sur Pinterest Ads, j'aurai des résultats plus vite sur Pinterest Ads par rapport à si je fais un cycle projet classique où je fais une étude de risque, si je fais une étude d'opportunité, je pose un budget, je vais créer le compte et puis j'ai oublié de demander le tracking, je vais le faire, je vais demander à l'IT et puis ça prend du temps et puis machin et j'ai oublié de demander les créas, je vais le faire, etc. Et au final, on se retrouve avec des projets de 6 mois. Et au final, entre le moment où la décision a été prise
se lancer sur Pinterest et le moment où la campagne produit vraiment des résultats, elle sort de son apprentissage et ainsi de suite, il s'est passé 6 mois, 8 mois, 12 mois, et pendant ce temps-là, on n'a pas généré le bon chiffre d'affaires avec la plateforme. Donc la théorie des contraintes, c'est pas juste comprendre cette logique de bah oui, si je mets toute mon énergie en un seul endroit, ça va plus vite. La grande question, parce que ça, c'est quelque chose que normalement tout le monde peut comprendre s'il a un peu de bon sens dans les affaires. La grande question, c'est comment je trouve le point sur lequel je mets toute mon énergie, parce qu'il n'y a rien de pire que de mettre toute l'énergie au mauvais endroit si on veut pas faire avancer son business. Donc la théorie des contraintes, si on l'applique en tout cas au marketing, c'est de se dire, bah, ok, quel est l'endroit où je dois mettre le plus d'efforts en market pour avoir le plus vite des résultats, et en tout cas, qu'est-ce qui me bloque le plus dans mon développement et dans ma croissance actuelle. Et cette recherche de la contrainte, c'est un vrai travail, et c'est vrai que plus on discute avec des marques qui ont peu de patience, plus elles vont être allergiques à tous ces termes comme audit, roadmap, stratégie, projet, planification, bref, des mots qui sont pas sexy, mais qui sont la base de vrais résultats marketing dans le futur. Parce que sinon, vous êtes dans la tactique c'est sympa, c'est mignon, mais c'est pas ça qui fait passer un business de 1 à 10, puis à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Donc cette recherche de la contrainte, elle doit vous occuper de manière intense, de manière intellectuelle et de manière posée. On verra plus tard aussi comment trouver la contrainte, ça c'est un autre sujet, mais en tout cas, il faut que vous ayez en tête le fait de vous dire, ok, est-ce que mon énergie elle n'est pas diluée dans trop de projets différents, et est-ce que mon énergie est mise au bon endroit. Et quand je dis énergie, quand je parle d'une entreprise, ça va être tout ce qui constitue la cartographie des assets, donc tout ce que vous avez à disposition, que ce soit vous, votre temps, la personne qui regarde cette vidéo, le temps de vos équipes, ou le temps de vos agences, de vos prestataires externes, ou aussi, typiquement, le budget que vous avez à allouer aux plateformes, ça peut être une contrainte, le budget que vous avez pour l'accompagnement externe, ça peut être une contrainte, etc., etc. Vous prenez la cartographie de tout ce que vous avez, et vous vous demandez quel est mon point de blocage, qu'est-ce qui fait que ma croissance, elle est que de 1, 2, 5% au lieu d'être de 15, 20, 25% selon le domaine sur lequel vous vous trouvez. Il faut toujours essayer de surperformer le marché, évidemment. Et donc cette contrainte, le tout, c'est pas juste de la trouver, parce que intellectuellement c'est très stimulant, c'est intéressant de se dire oui, ok, je sais que j'ai un problème d'acquisition à tel moment parce qu'en fait j'ai un robinet qui est mal paramétré et donc je ramène du très mauvais trafic sur mon site qui ne convertit pas, etc. Sachant que peut-être que ce que je viens de décrire c'est un problème de CRO, c'est un autre sujet. Donc c'est pour ça que la recherche de la contrainte c'est intéressant. Mais une fois que vous avez cette contrainte, vous savez qu'il y a un problème. On va reprendre un autre exemple dans le marketing digital. Admettons que vous avez une très bonne acquisition, vous avez une très bonne conversion, mais votre fidélisation elle est très mauvaise. Donc déjà si vous n'avez pas regardé ma masterclass sur l'emailing qui vous permettrait au moins d'avoir les premiers résultats à ce niveau-là. Mais déjà si vous avez un problème qui n'est pas dans l'acquisition, qui n'est pas dans la conversion, mais qui est au niveau de la rétention, donc la LTV, vous avez un problème dans le futur parce que vous êtes en acquisition constante. Donc ça met votre business à risque et en plus ça paralyse votre croissance parce que vous êtes en acquisition constante, alors que si vous avez du récurrent ou du réoccurrent, ça vous donne du chiffre d'affaires futur et donc ça vous donne plus de projections sur l'avenir et votre acquisition actuelle va permettre de travailler le chiffre d'affaires de demain, alors que quand vous n'avez pas de LTV, votre acquisition elle sert le chiffre d'affaires d'aujourd'hui, point barre. Donc l'idée c'est d'aller chercher cet incrémental à chaque fois. Donc sans rentrer dans le détail là-dessus, une fois qu'on sait ça, la grande question c'est de se dire comment est-ce que vous prenez la chose. Si on admet que c'est votre contrainte qui est identifiée, vous savez que c'est ce qui paralyse votre business et qui l'empêche d'atteindre son plein potentiel. Là il y a deux routes qui s'offrent à nous. Il y a la route traditionnelle avec de la gestion de projet qui va être dans la réflexion, qui va se dire ok, est-ce que je dois valider un budget, est-ce que c'est vraiment important, est-ce qu'on a besoin de ressources externes, est-ce qu'on prendrait pas un stagiaire, un alternant, je ne sais quoi. Donc ça c'est la route lente, on va dire. On est un peu dans le même cas que mon Pinterest de tout à l'heure où vous allez mettre potentiellement 1 an à en voir le bout et à voir les résultats de ce que vous allez mettre en place. Et vous avez la route, on va dire guerrière, où vous êtes en mode j'attaque avec férocité ma contrainte, parce que je vous cite quelque chose qui a été entendu la semaine dernière, la vitesse de croissance d'une entreprise est dépendante de la vitesse et de la férocité avec laquelle elle attaque ses contraintes. Je reprends, la croissance d'une entreprise est limitée non seulement par sa contrainte, mais par la vitesse et la férocité, donc la capacité à y mettre beaucoup d'énergie avec volontarisme dans la résolution de cette contrainte. Et ça, c'est là généralement où ça pêche, parce que la réflexion et ce qu'on appelle l'overthinking en anglais, donc la surréflexion, on pourrait traduire en français, c'est quelque chose qui paralyse énormément de boîtes. On passe beaucoup de temps à réfléchir. Je dis pas qu'il faut pas réfléchir, je le disais juste avant, c'est important de réfléchir pour mettre l'énergie au bon endroit. Par contre, surréfléchir, ça fait quoi? Ça crée de l'immobilisme et c'est ça qui vous met en danger. Donc dans l'idée, une fois qu'on a la contrainte, il faut pas réfléchir midi à 14h, il faut avoir le bon plan d'action, il faut bien s'entourer, il faut avoir les bons assets à disposition et une fois qu'on a ça, on y va, on se pose pas de questions. Entre guillemets, on fait les choses bien, mais on ne réfléchit pas sur la chose, on fait la chose, c'est différent, et on réfléchit au résultat pour optimiser la suite. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important à comprendre. Mais une fois qu'on a ça, on avance, et c'est ça qui va être intéressant. Maintenant, si je reviens sur
l'optimisation et sur la découverte de la contrainte. L'autre problème qu'on va avoir là-dedans, et c'est un peu le troisième élément qu'il faudrait partager aujourd'hui, c'est sur ce qu'on va appeler le data-driven decision making. Donc c'est quoi? C'est le fait de prendre des décisions basées sur des données. En français ça sonne différemment, mais dans l'idée c'est ça. Et je sais que vous êtes beaucoup à vous dire oui, mais nous on a plein de tableaux de bord, ça ce sera un autre problème pour après. Le fait de dire qu'on va prendre des décisions basées sur les données, c'est quoi? C'est de se dire qu'il y a une part d'intuition, ça c'est normal et tout entrepreneur a des intuitions, tout directeur marketing a des intuitions. Le tout c'est de réussir à baquer ça avec de la donnée. Il faut qu'il y ait au moins un minimum de données de marché, de données historiques que vous avez ou des données X ou Y que vous allez chercher qui vous confirment dans l'idée que la contrainte est à tel endroit et toute intuition doit se baser sur des données pour se dire ok, c'est vraiment là où il faut aller. Pourquoi? Parce que quand vous jouez sur le territoire de la théorie des contraintes, vous allez mettre tellement d'énergie à un seul endroit qu'en fait il faut être sûr de taper vraiment au bon endroit. En fait c'est comme si vous aviez droit à un seul coup pour creuser, mais vous allez creuser directement. Si vous n'êtes pas pile au-dessus du puits, vous n'allez pas réussir à déboucher le puits, à voir toute l'eau qui coule, etc. Donc il faut vraiment être très précis dans sa réalisation. Donc ça c'est pour ça que la data elle va être hyper importante. Et donc une des compétences qui manque par exemple souvent en marketing digital, et je le vois quand je fais passer des entretiens d'embauche pour mon agence Make Sense for Digital ou quand je parle avec des clients, c'est ce qui va tourner autour du contrôle de gestion marketing. Je sais que c'est pas sexy, il y a sûrement des gens qui vont encore partir de cette vidéo en disant ça, mais le marketing, c'est de la donnée, c'est des flux monétaires qui sortent vers les plateformes, vers les partenaires, et des flux monétaires qui rentrent des clients vers le e-commerce. Donc une fois qu'on a ça en tête, globalement, tout va être lié à notre bonne capacité à gérer les flux. Et au mieux on va gérer les flux, au plus on pourra être pratico-pratique sur notre processus de décision parce qu'on se base sur des données réelles. Maintenant, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, et c'est le quatrième point qu'on va pouvoir évoquer ensemble aujourd'hui, c'est que il faut pas confondre la big data et la smart data. Le big data, c'est quoi? C'est un vieux phénomène avec le fait qu'on a plein de données mises à disposition, et c'est vrai que le marketing digital, il a ça de génial qu'on a énormément de données, même avec les limites qu'on va avoir sur tout ce qui est RGPD et ainsi de suite. On a quand même accès à un volume de données qui est significatif et qui est quand même très intéressant. Le problème de ça, c'est qu'on va avoir énormément de choses qui peuvent être des KPI. J'en parlais dans une précédente vidéo qui vous aide aussi à définir ce qui est un KPI et ce qui n'est pas un KPI, parce que on n'oublie pas que KPI c'est Key Performance Indicator, donc indicateur clé de performance, et des indicateurs clés, on peut pas en avoir 10 000, sinon c'est pas des indicateurs clés, c'est des indicateurs tout court. Donc le big data, c'est sympa, vous pouvez avoir plein de données à disposition. Ce qui va être intéressant, c'est plutôt de s'attaquer à tout ce qui va être smart data et de dire, bah ok, en fait vous allez avoir des données qui vont être sur des échelles de temps différentes. Par exemple, vous allez avoir votre étoile du Nord, votre KPI principal que vous allez regarder potentiellement tous les jours. Vous allez avoir des KPI secondaires que vous allez regarder toutes les semaines, et vous allez avoir des indicateurs en mode tableau de bord que vous allez regarder par exemple tous les mois. Donc la grande question, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui est un KPI? Qu'est-ce qui est limite mon étoile du Nord qui va être vraiment celui que vous regardez tous les jours et celui qui doit être au cœur de votre processus de décision, justement. Donc votre étoile du Nord, vos différents KPI et les tableaux de bord en général. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que il y a ce qu'on appelle la paralysie liée à la donnée, c'est que vous allez vouloir que tout soit conforme, parce que je disais avant qu'il faut un processus de décision basé sur les données, mais pour autant, il faut que ce soit basé sur vos KPI et sur votre étoile du Nord. Si vous voulez que tous les indicateurs soient ouverts toujours, tout le temps, vous allez être paralysé, vous allez passer plus de temps à produire des tableaux qu'à produire de la valeur, ce qui est un problème qu'on retrouve aussi assez régulièrement. Et la bonne chose à faire avec la donnée, c'est que c'est quelque chose qui doit vous mettre en mouvement et donc pas vous paralyser. Donc l'idée au centre de l'analyse de données, c'est de prendre des décisions et surtout d'agir en conséquence. C'est pas juste de regarder des tableaux et de se dire c'est bien, c'est pas bien. Ça, on s'en fout. Et je sais que par exemple sur la partie Google Ads, il y a énormément de calls hebdomadaires que vous pouvez faire avec des agences qui sont on augmente, on baisse, on augmente, on baisse. Ça n'a aucun intérêt, c'est pas quelque chose qui va nous mettre en mouvement de manière dynamique pour la suite. Donc une fois que vous avez ça en tête, vous avez votre contrainte, vous avez votre processus qui est basé sur les données et surtout vous avez décidé d'attaquer la contrainte le plus possible. Le point suivant, ça va être de rester focus. Et ça, c'est un souci qu'on retrouve assez régulièrement en web aussi parce qu'il y a beaucoup de shiny objects, il y a beaucoup d'objets brillants qui viennent nous distraire, où on se dit bah oui mais en fait j'ai fait un all-in parce que j'ai vraiment envie de craquer la créa sur Meta, mais en même temps j'ai un problème de SEO dans les coulisses. Bon, c'est un mauvais exemple parce que le SEO il y a beaucoup de monde qui va le laisser de côté malheureusement un peu trop souvent, ça c'est un autre sujet. Admettons, pendant que vous êtes all-in sur un sujet, vous allez laisser de côté le reste. Le tout en fait c'est pas juste de délaisser le reste, c'est de faire en sorte que le reste continue de tourner au moins aussi bien que prévu. Si ça se casse la figure dès que vous mettez votre énergie sur autre chose, c'est probablement un manque de méthode, un manque de process ou un manque de framework, donc des SOP par exemple,
des standards operating procedures que vos équipes ou vos partenaires peuvent suivre. Nous, si je prends un exemple, avec l'agence, on a énormément de SOPs qu'on utilise pour être sûr que tout se passe bien et que le run, donc la gestion courante, tienne bien, qu'il n'y ait aucun problème. Et pendant ce temps-là, on se concentre sur du build, donc de la gestion de projet, pour venir ajouter des nouvelles choses qui vont marcher. Donc ce problème de focus, il va arriver parce que vous avez un collègue qui a vu un nouvel outil SaaS basé sur l'IA qui fait des trucs géniaux et il faut absolument s'en servir maintenant. Non, généralement, non, ça n'a aucun intérêt et ça va vous détourner. Donc même si vous avez votre contrainte, vous avez décidé en pleine conscience que c'était la contrainte à tacler, si vous n'avez pas le focus nécessaire pour l'adresser, et quand je dis vous, c'est vous et l'équipe avec qui vous vous entourez, donc que ce soit vos partenaires internes ou externes, il faut que tout le monde soit raccord et focus là-dessus. Il n'y a rien de pire, et on a eu beaucoup d'exemples en 4 ans avec les plus de 50 marques qu'on a accompagnées, d'avoir un fondateur qui change d'avis selon avec qui il raccroche. Il rencontre quelqu'un qui a testé quelque chose, il veut absolument le mettre en place, il croise une solution à un salon, c'est absolument une révolution, il faut tout de suite le faire, et on fait des mini sauts de grenouille au lieu d'avoir le gros bond du kangourou, si on peut dire ça comme ça, et on va faire un pas en avant, 2 pas en arrière, un pas sur le côté, etc. Ça finit avec une danse un peu ridicule et surtout, on ne se voit pas avancer. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de marques qui se plantent et qui vont dans le mur parce qu'elles n'arrivent pas à rester focus. Donc vous voyez, ce qui paraît simple sur le papier, trouver une contrainte, avoir les données et rester focus, c'est 3 choses simple, ça demande plus de la discipline finalement que de la technique, mais c'est quelque chose qu'on voit très rarement, et si je peux parler d'expérience, moi j'ai bien remarqué que dans ma précédente expérience chez Tikamoon, on est passé de 2 à plus de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, mais le gros changement c'est vraiment quand j'ai décidé de me concentrer et d'attaquer une chose à la fois, mais de l'attaquer directement. Donc en fait sans le savoir, je connaissais pas encore la théorie des contraintes à l'époque, mais sans le savoir, la rationalisation de l'énergie qui était mise en place, elle a permis justement d'aller plus loin et d'aller plus vite, alors qu'on a l'impression d'aller plus lentement, et de sous-segmenter les sujets, c'est pas du tout ça, et c'est pas une excuse pour aller lentement. Comme on dit, seul on va plus vite, mais être ensemble n'est pas une excuse pour aller lentement. C'est pas parce qu'on est dans une équipe projet que ça doit végéter et que ça doit nous paralyser et qu'on doit faire des réunions et des comités de pilotage et des comités projets tous les 2 jours, ça n'a aucun intérêt. Donc on en revient à la férocité, et moi ce qui a fait la différence, c'est qu'on mettait l'énergie au bon endroit et avec une énorme intensité. Et c'est ça qui permet de casser les barrières successives et de voir son chiffre d'affaires qui va dans le bon sens, on a une belle courbe de croissance et ainsi de suite. Maintenant la question qu'on va se poser, c'est ok, mais comment j'identifie ma contrainte? Parce que ça, on a commencé à en parler tout à l'heure. J'y reviendrai, je pense, dans une vidéo dédiée. Je vous mets aussi en lien de la vidéo une ressource qui vous permet de faire votre propre roadmap de scaling pour votre e-commerce. Ça vous permettra d'aller plus vite dans l'identification de la contrainte de votre business e-commerce ou retail. Et je remets tout de suite la vidéo que j'avais tournée au retour du premier workshop avec les équipes d'Alex Hormozy chez Acquisition.com. C'est une des vidéos dont on m'a le plus parlé sur la chaîne, donc je vous laisse tout de suite avec ça.